qu'est-ce que t'as fait à manger? Une blanquette de veau, Ouais. des rillettes de truite. Des Autrement des rillettes squelettes. de truite? Ouais. Des rillettes de truite, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Voilà. C'est toi qui as écrit Braco? J'ai participé à Braco, ouais. T'as fait un film avec Adjani et Cantona? Ouais. Et t'as fait 21 ans de placard. Accessoirement, ouais. Parce que t'avais piqué un trombone dans un bureau. Un gros trombone. Un gros trombone. C'est une vie, 21 ans. C'est une Ça moitié- valait pas le coup. C'est une moitié de vie. Ah bah ça, je le confirme. Hein. Tu regrettes au fond de toi? Les années de placard, évidemment. Baisse les yeux. Évidemment. Baisse les yeux. Et qu'est-ce que t'as appris au placard? Bah, moi, j'ai fait quand même université au placard. Ah ouais, non, mais souvent les gens font ça. J'ai fait certificat d'études, puis BEPC, puis bac, et puis un jour maîtrise, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand tu vas en tôle? Le premier jour ou le jour de la sortie? Non, moi, le problème, il vient de la tôle. Parce que quand moi, je tombe gamin. La première fois que je tombe gamin. Je dois avoir 15 ans, je vais en prison pour Et mineur. là-bas, t'apprends tout. J'y reste quelques jours. Non, c'est pas que j'y reste quelques jours, parce que le juge veut me faire peur. Et on a l'effet contraire, parce que au bout de quelques jours, je ressors de prison, j'arrive dans mon quartier, je suis une star. Quel confort psychologique pour un gamin de 15 ans de se retrouver dans ton quartier et t'es le caïd. Et puis après, bah, de la délinquance dans un cursus de délinquance classique, t'as des mecs qui restent là, et puis t'as des mecs qui passent au-dessus. Et moi, c'est mon cas, je suis passé au-dessus. Oui, bonsoir. C'est Mamadou. Mamadou, patron. Mamadou? Il était invité, Mamadou? Non, on n'a pas de blague ce soir, monsieur. C'était pas CC ce soir? La soirée créole, c'est demain. Entrez, détendez-vous. Je vous en prie. Lève les bras. C'est moi qui devais faire ça, patron. Toi, c'est bon. Fouille anal. Bonjour, on se connaît pas? Christian, laisse Christian, ça va? On va boire un coup? Pourquoi pas? Charles, tu veux une bière? Ça va être comme ça tout le temps, Charles. Tu veux une bière? Non, j'en fous, lui connaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous présente Franck. Franck Henry. le connais. Qui a fait le dîner et qui est scénariste, Je me réalisateur. casse, attends, non, attends. Alors Charles, c'est MC Jean Gabin qui a fait un bouquin Ah non, mais moi je bois pas. qui s'appelle Sur la tombe de la mer. Sur la tombe de ma mère, parce que son père a tué sa mère. Ouais. Arrête tes conneries. C'est sérieux. Il a tué ma mère et... Et ton beau-père? et non, c'était pas mon beau-père. C'était- L'amant de ta mère? Ouais, l'amant de ma mère. Et ma mère, elle était en cloque. Voilà. Si, j'avais 10 piges. Il a eu du bol parce que ça s'est passé en... Ils ont mis ça en crime passionnel. Mais bon, après, quand t'es dans les rouages de la justice, tu sais c'est quoi un crime passionnel. Et à partir du moment où il y a un Il a juge- pris que 5 ans, ton père. il a fait que 6 effectifs. 5 et les poussières. Et comment ça s'est passé? Nous, on était à l'école, on rentre de l'école, donc il est 4h30, 5h moins le quart, 5h. Généralement, notre daron était là, il était 5h moins 10 dans le délire. Donc là, il est 6h, il se passe rien du tout, 7h, jusqu'à ce qu'il y ait les pompiers qui viennent. Et là, ils ont enfoncé la porte. Ils nous ont expliqué vite fait que voilà, votre daronne elle a eu un accident, etc., etc. J'ai cru que c'était un accident jusqu'à à peu près. Et quoi, un accident? Comment il l'a tué? Non, au départ, ils ont dit que c'était un accident de bagnole. Nous, c'est ce qu'on nous a dit, c'était un accident de bagnole. Mais à 17 ans, un jour, en fouillant sous le plumard de ma grand-mère, je suis tombé sur Paris Détective. Tu sais, ici Détective. Et c'est là, j'ai vu toute l'histoire de A à Z. Et là, j'ai fait... Mais pourquoi ton père, en plus, il a volé la pierre tombale de ta mère? C'est insensé, ça. Je pense que... moi, j'arrive pas à comprendre. Attends, il a fait ça quand? 85. Donc après le drame, Dès qu'il est sorti, c'est-à-dire, il est sorti en... il a pris la pierre tombale. Ouais, Pour en faire quoi? Ouais, tu la mets où tu veux, comme ça... Une étagère. La descendance qui vient derrière, elle sera jamais où... Ah ouais? Moi, je saurais jamais où ma daronne allait être enterrée. Mais tu n'as jamais eu envie de te venger? Si. Non, je me suis fait alpaguer en 85 avec un 6 coups à mairie de Montreuil. Il habite pas loin? On habitait en face. Et j'étais bien décidé à le faire.
Puisque moi, je sors de la DAS. Et encore, normalement, théoriquement, je suis encore à la DAS jusqu'à 21 ans. Mais là, j'en ai 18 et j'ai 10 ans d'ADAS et ça me gonfle. Donc là, t'arrives et le seul moyen d'avoir un appartement, une crèche, un toit, c'est d'aller chez celui qui a buté ta daronne. Voilà. Et le problème, c'est surréaliste. Voilà. Pardon, mais qu'est-ce qu'il te dit, ton père, quand t'as 14 ans? Même si toi, tu lui dis rien, lui, il a essayé de justifier quand même. Non, il dit rien. La seule chose qui t'enguirlande, c'est sur tes notes d'école, genre de conneries à la con. Je te dis comme si rien ne s'était passé. Et vu qu'il veut que tu deviennes médecin, ben toi tu le regardes bien dans les... Bien le médecin, tiens. Ah ouais, tu le regardes et tu lui fais... Toujours utile un médecin dans cette famille. Tu te dis, il n'y a pas de problème. Je ferai l'inverse d'être un médecin. C'est-à-dire la plus grande merde au monde, si je dois être éboueur, à l'école, je disais, hein, ma daronne est morte, je vais rien foutre. Je suis là et je vais attendre. Et est-ce qu'aujourd'hui, t'as pardonné? Moi Mais même pas en rêve. Je peux qu'en vouloir à mon daron jusqu'à... J'aurais pas eu cette vie-là. Ça, c'est un truc qui est clair et net. J'étais le faillot à ma daronne, donc c'est clair et net, voilà. J'aurais pas eu cette vie-là, j'aurais pas eu... voilà. Il y a un tas de trucs que t'as fait. C'est pas tu regrettes, mais t'en avais pas besoin. Voilà. Donc toi, t'as fait un bouquin qui s'appelle Parrain du Sud. Tout à fait. Sur l'infiltration. C'est Denis Brasco, ton histoire, toi. Il y en a qui le disent, mais bon... T'as infiltré le milieu. Tout à fait, Un peu comme Rocco Siffredi, quoi. Ouais. Pas de la même façon, mais... On raconte un peu. Non, bah, j'étais, comme tout le monde au départ, j'étais délinquant, quoi. Donc j'ai pris 10 ans de prison à l'époque pour braquage. Et j'ai été approché par la direction centrale en prison. Qu'est-ce qu'elle avait repéré en toi? Bah, Il était balance, son signe. Non, mais... ouais, c'est ça. Non, mais j'ai une instruction qui a duré 6 ans. Je suis resté en contact avec le patron de la PJ de Versailles. Tout simplement. C'est rare quand même. Ouais, bah non, c'est rare dans... Ouais, peut-être, certainement, mais moi, à l'époque, j'étais accusé de meurtre. Meurtre que j'avais pas commis. Ouais, c'est ce que disent tous les meurtriers. Hein. T'as vu, réaction unanime. Hein. Ouais. Non, voilà. Tu l'as plombé la vieille ou pas? Non, je l'ai pas plombé la vieille. Donc t'as infiltré d'abord, le banditisme. D'abord pour le terrorisme. D'abord, puis après pour les... Très vite, on s'est aperçu qu'il y avait une relation entre la drogue et la possibilité du terrorisme. On le sait, ça, depuis 25 ans. Hein. On en parle aujourd'hui comme si c'était une grande découverte. Mais il y a longtemps qu'on l'a appris. Donc, on m'a demandé si j'acceptais de rentrer dans le système dans l'achat de drogue sur le plan international. Donc, j'ai continué sur la drogue. Mais tu sais qu'il arrive que des mecs, on leur demande de faire ça, et puis on les lâche au milieu du guet. Non, mais moi... Au milieu du guet. Qu'est-ce que... Attends, précise. Non, mais le mec qu'on lâche au milieu du guet, c'est dans un sauna? Et il y a MC Jean Gabin qui arrive. La plupart des mecs, on les lâche, et certains se font tuer. Hein, ça, c'est... Ouais. Mais toi, t'as pas eu de reconnaissance de la police, après Mais t'as aucune reconnaissance. Tu le fais parce que... Alors pourquoi tu l'as fait? Mais parce que quand on parle de terrorisme... Moi, à l'époque, c'était la rue des Rosiers, quand j'étais pris. C'est des gens qui se faisaient flinguer dans le métro. J'avais donc tendance... ça te révoltait et tu voulais... J'avais envie de barouder. Patriote. Non, pas... Mais non, c'est des convictions personnelles. Et en plus de ça, j'ai eu la chance et la malchance d'approcher en prison des caïds, des mecs importants. Donc, et comme j'étais un minot... C'était qui les figures du banditisme à l'époque? À l'époque, c'était Zampar. Moi, j'étais... Le mec avait un cirque, là. Non. Donc voilà, moi j'étais minot, c'est des gens qui ont été hyper sympas avec moi. C'est des mecs avec le cœur sur la main, ça. Et la main sur le flingue aussi. Mais ça fait rien, ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, avoir du Tanizampa à Marseille, ça serait peut-être bien, quoi. Hein. Faut être, ah ouais? Ouais, je pense. Parce que tu penses qu'il y avait des lois qui étaient respectées à l'époque qui ne le sont plus maintenant? En tout cas, qui étaient respectées, oui, par certains, mais surtout qui en freinaient d'autres. Mais le problème, c'est que la génération qui est, ou même la génération la mienne, et celle qui vient derrière, la seule chose qu'elle s'est dit, pourquoi que vous? C'est justement là le délire où tout le monde s'est dit, maintenant faut que ça se démocratise, parce que généralement, tu voulais un truc, fallait que tu passes que par un gus. Et si ce gus, demain, il te fait la gueule, bah, tu l'as dans le derche. Donc à un moment, tout le monde s'est regardé en se disant, écoute, il n'y a pas qu'un point. Hein. Tu prends tes guibolles et tu vas faire un tour à gauche, à droite. Je pense que le temps... tu ramènes un gus aujourd'hui qui soit le pente de tout le monde, c'est mort. Et tu peux parler correctement? Je t'éclate ta petite gueule, moi. Parce qu'aujourd'hui, tu mets un mec déterminé, parce que c'est un mec déterminé qui te change les choses. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, t'as plein de petits gus déterminés. Toi, Charles, t'as fait combien d'années de placard? En tout, 7,5. Voilà. Un petit joueur. Ouais, mais je préfère être un petit joueur. 21. Ouais, ça fait... Toi, combien? 8. 8.
Car Moi, j'en mérite 40. Oui, bonsoir. Bonsoir, Olivier Norek et Marc Lamolla. Patron, c'est les flics. Ouais, dis-leur qu'on est au 22. On est au 22 en fait. Venez au fond de la cour, tout au fond, mais sans revolver, s'il vous plaît. Le flic, il a super peur des cafards. Ah, ok. Donc, on va les lâcher dans la bouffe de Franck-Henri. Bonjour. Bonsoir. Olivier. Olivier, bonjour, moi c'est Laurent. Voilà, patron. Bonjour, toi t'es Marseillais, toi. C'est ça, Marc. Salut, on va boire un coup. Bon, et tout le monde n'est pas super content de vous voir. Il y en a un, il s'est planqué aux chiottes. C'est ce qui caractérise la police. On n'est jamais content de l'avoir. Mettez-vous là, mettez-vous là. Olivier est inspecteur dans le 9-3, et toi, Marc, t'es flic à Marseille. C'est ça, ouais. T'es un flic déprimé, toi. Je vais beaucoup mieux. Ouais. Ah oui, ça se voit, non? Mais t'es pas loin de te foutre en l'air, non? J'étais. C'est fini, c'est du passé. Le Ah, livre. mais t'as trouvé avec une arme. Ouais. Mais le livre a permis de me reconstruire, et ma femme aussi. Comme quoi, hein, c'est destructeur d'être flic aussi. Hein. C'est un métier à la con. C'est pas un métier comme un autre. Hein. Mais tu l'aimes ton métier? Non, tu Je l'aimes l'ai plus. aimé. Aujourd'hui, pour. T'es plus flic aujourd'hui? Si, toujours, oui. Mais t'aimes plus ton boulot? En exercice ou en, Ouais, je en suis vacances? toujours, non, toujours en exercice. T'es toujours à Marseille? Toujours à Marseille, ouais. Et pour toi, c'est le pire endroit pour être flic ou... C'est extrêmement compliqué, ouais. C'est extrêmement compliqué. Vous êtes trop surveillé, puis- vous pouvez plus... Peut-être, non, c'est pas ça, c'est que cette politique du chiffre, la culture du résultat qui met une pression énorme. Et moi, c'est ce qui a contribué aussi avec les saloperies que j'ai écrites, hein, tout ce que j'ai raconté dans le bouquin. Qu'est-ce que c'est des cafards? Ouais. Ah ouais. T'aimes bien les cafards? Oublie-moi sur celle-là. Pourquoi? Parce que je supporte pas les insectes. Mais regarde. Il y en a partout, hein. Ils sont confis, ceux-là. Mais c'est l'entrée. Je ne peux pas. Quoi, tu peux pas? C'est une phobie? Bah regarde, lui, il aime pas les flics, il est là. Chacun prend son soir. Chacun fait un effort, les mecs, hein. Ouais, c'est un métier particulier. Et toi, tu es d'accord avec sa vision du boulot? C'est différent. Moi, je suis sur le 93. Donc, c'est pas non plus un endroit... c'est pas non plus facile, 93 et 13, on se tire un peu la bourre. Hein. Quand j'ai commencé flic, je me suis toujours dit que arrêter des criminels, des délinquants, c'était une conséquence de la protection en fait, du citoyen. Moi, mon but, c'est les victimes et les gens. Tout comme moi. Je m'arrête à ça. Après, les criminels et tout ce que je vois, c'est quelque chose que je ramène pas chez moi. Je ramène l'idée des victimes, l'image des victimes avec moi, je les garde avec T'as moi. pas d'empathie pour les criminels. Tu es pas dans ce trip-là, quoi. Tu cherches pas à les excuser. Les excuser de quoi? C'est un choix de vie qu'ils ont fait. Moi, j'adore mon métier. Toi, la politique du chiffre, c'est ton truc. Dans la banane. Là, il y a un noir, hein, je te signale. Merde. Et là, il y a un con. Et là, il y a un blanc. C'est mal barré, là. Non, toi, t'as pas d'empathie, tu cherches pas à savoir le cursus des gens, pourquoi ils en sont arrivés là. Toi, c'est des victimes. T'es axé sur les victimes. C'est un choix de vie. Après, on peut tout expliquer. Il y a toujours des bonnes raisons pour expliquer le pire. Après, c'est un choix qu'ils ont fait. Et c'est un choix. Même eux savent que de toute façon, quand t'es criminel, t'as plus de chances de terminer soit au ballon, soit avec une balle dans la tête, que sur une plage de Copacabana à siffler des cocktails en dépensant le fric du braco. Mais pourquoi le pire? Pourquoi le pire? Pourquoi on choisit le pire? Sous-entend, le voyou, c'est pire. Pourquoi pire? Pas celui les menottes. Son choix de vie. Sans les pinces. Son choix de vie, le choix de vie du voyou, évidemment, il est pire que le choix de vie d'un autre. Puisqu'il va axer son travail sur le malheur des autres. Voler les gens, agresser les gens. Ah, c'est pas les gens, tu tapes, généralement. Dis-moi. Ouais, ok, c'est vrai. Oh putain, t'as pas été très résistant. Dis-moi, C'est pas le Jean Moulin de l'interrogatoire. vaut mieux. Moi, j'ai jamais compris les choix de vie des truands. Je trouve que c'est un très très mauvais choix. C'est généralement un mauvais calcul. Très mauvais calcul d'être traqué toute sa vie, d'aller au placard pendant des années. Rien ne vaut une journée de prison. Mais la chose que les gens oublient, c'est que on veut pas vivre jusqu'à 80 piges. On veut vivre le plus rapidement possible. Moi, c'est pas ni Tony Montana, ni Machin Chouette ou compagnie. En prenant mon exemple, c'est en étant à la DAS, t'es confiné. T'es déjà confiné avant d'être au trou. Donc la première chose que t'as envie de faire, c'est becqueter le monde. Voilà, c'est ça aussi. Le rêve, il est tout le temps là. Moi, j'avais la banane quand je faisais un braco, les condés arrivaient derrière, et toi, t'es là. Et quand tu pars au braco, tu pars armé? Oh, mais t'es un visseur, quoi, c'est pour ça. Ouais. Non, non, il est avec un bouquet de fleurs, connard. Ouais, évidemment. Armé Tu pars- et en chambre.
tu pars armé, est-ce que tu es en chambre? Mais c'est surtout, est-ce que tu gardes avec toi cette notion de la possibilité d'abattre quelqu'un? Non, je garde la possibilité. La balle est dans la chambre. Ouais. Je garde la possibilité de me faire allumer. C'est la première chose que je mets dans mon crâne. C'est pas d'allumer la personne qui est en face de moi. Aux gens que tu vas pourrir, là. Tu penses. Donc ton flingue, il est en réponse alors? Mon flingue, il est en réponse. Je vais te dire un truc. Ok. J'ai un pote qui s'appelle François Rollin. C'est qui celui-là? C'est un auteur très connu, un mec très brillant. Et un jour, il va à sa banque. À l'époque, on avait la même banque. Il m'a raconté. Et il tombe, pas de peau, il tombe pendant un braquage. Et le mec, il a sorti un flingue et il l'a mis là, dans les côtes. Mais c'est pas drôle parce qu'il a fait la gueule. Il a vu un psy pendant des années. Il a cru que sa vie s'arrêtait. Et le mec, il est traumatisé à vie. Donc, je veux dire, il faut, si tu as conscience de tout, il faut aussi avoir conscience de ça. Hein. Je suis pas de faire la morale, mais juste, j'aimerais que tu me dises, l'entendre de ta bouche, oui, je sais ce qu'on peut faire comme dégâts. Ah, je sais ce qu'on peut faire comme dégâts, et ça, mais le truc, c'est, moi, je suis pas rentré là-dedans comme si c'était Disneyland. Tu parles de quelle époque, Charles? De quelle époque tu as braqué? 80 jusqu'à 90. Les choses se sont totalement transformées. Oui, mais attends, j'ai dit 80 jusqu'à 90. Ça veut dire quoi? Que c'était bien son époque? Non, du tout, maintenant c'est moins bien? Non, c'est pas ce que je veux dire, mais aujourd'hui c'est plus tranquille. Voilà, aujourd'hui c'est un branleur de cité qui va se dégoter une calache ou un calibre et qui va perdre ses moyens, contrairement à ce que tu dis, apparemment tu avais... Et puis ils sont plus défoncés maintenant. Une sérénité, si je peux dire, aujourd'hui. Braquage, non? Pardon? Ils sont plus défoncés quand ils montent sur un braquage. Ils sont certainement défoncés aussi. Et puis ça tire dans tous les sens, Ça tire dans tous les sens, Ah, le porte-avions. Patron? Oui, bonsoir, c'est qui? Michel Ardouin et Monsieur Ploquin. C'est au fond de la cour, tout au fond, Monsieur Ardouin. Moi, j'ai été braqué à l'occasion dans mon boulot. Ouais. C'est traumatisant. Hein. Ouais. J'ai tiré sur quelqu'un aussi, c'est traumatisant également. Tu as tué des gens? Non. Non, j'ai blessé. C'est ta première fois ce soir? Quoi donc? Et c'est à partir de ça que t'as entamé une dépression, toi? C'est ce qui a été un peu le déclencheur, ouais. C'est un tout, quoi. C'est avant, c'est pendant et c'est après aussi. C'était juste à cause de ta vie au sein de la police ou de ta vie personnelle? C'est un tout. C'est le métier qui est extrêmement difficile, comme Olivier le connaît, avec la misère, la violence, ça c'est... Et le manque de moyens aussi. Et le manque de moyens aussi, j'y viens. Et cette difficulté à faire son métier, comme je l'ai connu quand je suis rentré, j'ai 22 ans de police aujourd'hui. Je vous propose, excusez-moi, qu'on passe au salon avant la fusillade. Ça marche. Ça a plus de gueule une fusillade au salon. Bonjour, enchanté. J'arrête pas d'entendre parler de vous. C'est gentil. Bonjour. Frédéric. Champagne? Oui, mais pas trop. Allez, on va passer au salon. Michel Ardouin a sombré dans la délinquance à 8 ans. Pourtant, il habitait Neuilly, hein, il n'avait pas le profil. Non, j'habitais le 17e. J'allais à l'école à Sainte-Croix de Neuilly. Michel, il ne faut pas me contredire, parce que moi, je suis un vrai parrain, moi. Tu vas avoir affaire à moi, tu vas voir si tu es un parrain. Non, mais j'ai commencé à voler dans les magasins, c'est inné. Des stylos en or. Oui. Mais tu étais de quel genre de famille? Mon père s'appelait Jean Ardouin, petit Jeff de Pomeroy, j'ai pas volé ma chevalière. Ma mère était la fille d'un propriétaire de champagne qui s'appelait Auguste Barra et qui avait son champagne qui s'appelait Auguste Barra. Et moi, je me faisais chier. Qu'est-ce que t'as besoin de voler? C'était pas le plaisir de voler, c'était qu'au lieu de me la faire avec les membres de Sainte-Croix de Neuilly, je me la faisais avec les membres de Levallois et avec les membres de Clichy. J'ai toujours été attiré. Ça t'amusait plus? Les films de Gabin, quand j'avais 14 ans, je disais, je veux devenir comme ça. Il est là, MC Jean Gabin, son fils spirituel. Son fils spirituel. Non mais Michel, toi à la base, tu étais kleptomane. Non, pas kleptomane. Bah, tu volais dans le sac de ta mère, tu volais le vin de messe, tu volais pour voler. Je volais le vin de messe pour le boire. Ta réponse T'as à déjà tout, été hein. en colonie de vacances avec des curés du patronage? Oh ça oui, il pourrait t'en parler longuement. J'ai boité 15 jours, monsieur. À Sainte-Croix-de-Neuilly, j'ai changé 3 fois de confesseur par an pour pas me faire toucher le cul. Ok. La vision que j'avais de la religion, du machin, des trucs et tout, puis j'étais voué à ça, c'est tout. Et toi, t'es journaliste? À Marianne. À Marianne, exact. T'es spécialiste, tu connais tout le monde ici. Absolument, pas forcément de manière intime, mais globalement, oui. Mais oui, non, moi, c'est mon boulot. J'ai jamais eu l'occasion de voler, à part des informations, effectivement. Qui sont les meilleurs indices, alors? Non, mais donc, la volée, pourquoi pas, hein. Les flics ou les voyous? À mon avis, au début, plus des flics. Et puis, ensuite, en tout cas, c'est comme ça, ça s'est passé pour moi, mais ça se passe pas toujours comme ça.
les voyous approchent à la condition qu'effectivement on raconte pas n'importe quoi sur eux, si on les juge pas et si on les écoute et si je pense qu'ils viennent vers le journaliste éventuellement, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avec la police. Hein. Mais Michel, toi, t'es l'exception qui confirme la règle, parce que rares sont les voyous qui ont un certain âge et qui ont tout traversé. Bah, je suis déjà vivant. Et t'es vivant, voilà. J'ai le ventre coupé en deux, à coup de chevrotine. J'ai le pied bougillé par les flics espagnols. Alors, détail, c'était quoi, coup de chevrotine? Coup de chevrotine dans le ventre. Oui, mais qui? Au Paraguay. Paraguay. Ils ont fait ma gonzesse devant moi. C'est qui, ils? Les gens, c'était d'un réseau concurrent. Donc, ils ont tué ta femme dans cette fusillade? C'était pas ma femme, c'est une très belle mec. Et t'as essayé de te venger, toi? J'avais une autre femme qui m'attendait en Belgique. Mais je me suis levé dans un bar à Torremolinos, une Mexicaine qui était merveilleusement belle. S'est pris une balle en pleine tronche. Et moi, j'ai que mon couteau sur moi. J'avais toujours un couteau, j'étais marin. Et moi aussi, regarde, Michel. Tu m'as pris pour un cave ou quoi? C'est interdit, ça. Et ça? C'est très dangereux. Attends, il y a la lime à ongles, il y a les ciseaux. Attends. Avec la Suisse. C'est pour situer le personnage. Continue. Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Il ferme son gueule. J'avais toujours un couteau sur moi. Et alors? Coupe du sauciflard. Eh ben, je cours contre les gens qui ont tiré et je me prends le chevrotine en pleine jambe, en plein ventre. Et le mec qui me tire. Faut dire aux enfants, hein, ne jamais courir après les gens après une fusillade. Mais je cours avec le couteau, moi je suis inconscient, on a fait ma rangère. Hein. J'ai jamais été frappé dans un commissariat. Ah, ça n'a pas été mon cas. Ah. Ça n'a pas été mon cas. Je peux connaître le commissariat Pierre Lescaut, Châtelet-Léal, celui de la Muette. Le meilleur, c'est celui de Louis Blanc. Tu parles du commissariat ou de la PJ qui est au-dessus? J'ai pas regardé où la PJ ou pas, parce que j'ai pris tellement de coups de grolle, machin, que j'ai pas... T'étais sur quelle affaire? J'étais sur une affaire normale, un contrôle. C'est tout. J'ai même pas eu le temps de voir quelle heure il était. C'était autant, il y avait encore les radiateurs qui étaient un peu plus hauts. Voilà. Bon, ils me l'ont fait comme ça, pof. Et t'as tout ton corps qui est en suspens avec en menottes dessus, parce que les radiateurs étaient à cette hauteur. Donc je trouvais ça fantastique. Toi, t'es pour le chauffage par le sol? Ouais, bien sûr, c'est préférable. Je veux dire, moi j'aurais pu faire l'anguille, tu vois, il n'y avait pas de problème. Et j'ai appris, comment on appelle ça? Le pullover. C'est, au lieu de te foutre de la bombe lacrymogène dans la gueule, je vois pas l'intérêt d'ailleurs, c'est de te le foutre dans ton pullover, sous les bras, ce qui fait que à chaque fois que tu vas faire ça, t'as le truc qui te remonte là à la gueule, qui te brûle déjà le truc, et si tu fais ça comme ça, il te brûle les aisselles, et le bordel, ça fait que t'es baisé pendant toute la soirée. En même temps, tu leur facilites pas le travail aussi, t'es noir. Oui, bien sûr, j'aurais bien voulu qu'ils m'éclairent, tu vois, là-dessus. Mais bon, arrêtez les a priori là-haut. Voilà, quoi. J'ai jamais connu ça, moi. Il y a des comicos où je me suis fait lever, où j'ai jamais eu de problème, où t'arrives, tu parles avec eux, tranquillos, ils sont là pour faire leur truc, et il y en a qui te cassent pas les burnes. Commissariat, c'est pas des BT ou des grosses brigades. T'as pas besoin d'avoir des grosses brigades ou pas, hein. Il suffit de tomber sur un con, et tu tombes sur un con, l'histoire elle est réglée. Voilà. Maintenant, tu vas passer à table. Okay. Ce que je n'ai jamais réussi à faire. Porte-avions, t'es là, Michel. Alors moi, je suis Michel Morgan, je l'ai vu. Arrête, je m'appelle Michel. Voilà, on m'a éclairé. Donc ça doit être un policier perspicace, parce que je me serais fait avoir direct. Il est à côté de lui, j'espère que les gardes à vue, c'est pas contagieux. J'ai pas regardé. Genre, tu cherches ta place. Tu plaisantes ou quoi? Ah merde, j'ai pas vu. Le beauf de la folle. Qui a suivi l'affaire Magnotta? Karl, il est allé... Karl est devenu le spécialiste mondial. Ouais. Tu as été où? C'était où? À Toronto? Ah non, à Montréal. À Montréal. Ça a été commis à Montréal, donc il est à Montréal. Et donc là, en ce moment, c'est son procès. Ça se vend bien, le dépeceur de Montréal? Ah bah oui, ça plaît. Il est bien le livre. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. C'est un personnage malheureusement fascinant. Hors du commun. Mais le procès se passe mal. Parce que d'abord, il y a une obligation de non-publication de ce qui se dit au procès. Donc c'est limité pour les journalistes. Et il y a constamment des espèces de crises, de malaise de tout le monde. Donc il y a eu d'abord le malaise de l'avocat de Magnotta. Quand un des avocats de Magnotta, ils étaient trois, a dit « je m'en vais », l'autre a fait un malaise. Après, un malaise plus prévisible du père de la victime, quand il a vu la vidéo, qui n'avait pas regardé. Et après, malaise de Magnotta lui-même devant la présentation d'une preuve. Là, pour la première fois, alors qu'il n'avait pas scié une seule fois, il a des lunettes maintenant. Il a fait un malaise aussi. Et là, ils ont tout arrêté, ils reprennent dans une semaine. Et en fait, là, ils ont demandé qu'on leur donne de l'argent. C'est la chair humaine. Avec Franck Henry, comme cuistot, c'est normal. Ils ont demandé que plus de pognon
pour faire plus d'analyses psychiatriques de façon à essayer de prouver qu'il n'était pas dans la pleine possession de ses moyens quand il a commis le crime. Donc en gros, on s'oriente vers l'asile. Franck, avant la tuerie, tu veux nous présenter ton entrée? C'est simple, c'est des rillettes de truite. Sucré-salé avec un oignon caramélisé. Génial. Olivier, toi, l'affaire la plus dingue à laquelle tu as eu affaire J'étais là à ce moment-là, mais c'est pas moi qui l'ai traité. Mais effectivement, à la 2e DPJ, on est appelé sur un homicide et quand on arrive, le mec avait donc éventré sa nana, avait commencé à la manger. Sauf qu'on a retrouvé aussi... L'entrée, c'est l'entrée. C'était l'entrée, ça. En fait, non, l'entrée, c'était le chien. Parce qu'après, on a retrouvé un chien. Il avait mangé le chien. Et il y avait une fourchette dans le chien. Ah bon? Ça me donne envie de voir Boulet Bill, moi. Et en fait, le type avait commencé à manger le chien, parce qu'on avait retrouvé des fragments de poils dans sa bouche, et puis après, il avait commencé à manger le sein gauche de sa nana. Fragments de poils. Il avait une dalle. Il avait une dalle. Donc des types comme ça, c'est pas l'apanage des États-Unis ou du Québec. On m'a raconté une histoire semblable à Marseille où ils arrivent comme ça dans un appartement où un type a mangé un de ses yeux. Et il l'a attrapé comme ça, il l'a mangé. Et les flics, pour se détendre, parce que c'est quand même assez stressant, je veux dire, comme truc, il y en a un qui a balancé un truc du genre, bah, il doit être en train de faire son introspection. Un truc comme ça, et puis tout le monde s'est marré. Ça détend un peu. Il a mangé son œil à lui? Oui, son propre œil. Le gars, il avait arraché son œil, il l'avait gobé, quoi. Donc ça. L'œil était dans l'estomac. L'œil était dans l'estomac. Regardez qu'un. C'est ça peut. Toi, t'étais à la BAC de Vitrolles, elle était ripou ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Non, moi, j'ai pas connu ça, non. Enfin, moi, je l'ai connu en étant en poste à Marseille. Même avant les Guérini, elle existait. J'étais officier de police judiciaire en brigade de sûreté. J'ai bien connu les collègues qui ont été incarcérés. Et je les connais encore. À ce niveau-là, enfin, moi, je l'ai pas connu ailleurs. Moi, quand j'étais en bac, j'ai pas connu ça. Vous avez des liasses de billets devant vous, des saisies. À aucun moment vous craquez? Bon, vous n'allez pas me dire oui, mais quand on sait les risques que vous prenez pour un salaire dérisoire, à aucun moment vous... Tu craques pas si tu es encadré, cadré, et si tout fonctionne bien, si tu es bien dans ta tête. Non, mais la légende qui veut que les flics prélèvent toujours une petite dîme sur ce qu'ils ont chopé n'est pas vraie. Tu peux oublier ça. Moi, c'est ce que j'ai dans ma tête depuis tout le temps. C'est des conneries, ça. Non, moi je vais dire la vérité. Porte-avions, on va parler. Dans le milieu, il y a des pourris et des braves mecs. Ouais. Dans la police, il y a un pourcentage certainement moins pourri que dans le milieu. Alors, il y a des flics pourris, parce que leur gonzesse, elle a joué aux courses, ou parce qu'ils ont un problème de gosse, mais c'est 1 sur 40. Là, chez les voyous, tu vas voir ce qui peut d'un seul coup, un mec à 50 ans qui se met pas un bouquin qui bouscule un peu les chiffres de Michel. J'ai fait un livre parce que quand je suis arrivé à Marseille et que j'ai découvert l'ampleur des dégâts dans cette brigade anticriminalité, je me suis dit que... Enfin, moi, j'écris quand même sur la police depuis une trentaine d'années. J'avais jamais vu ça, c'est-à-dire que des phénomènes de dérive individuelle, c'est fréquent. Mais là, tout d'un coup, je me suis retrouvé face à... C'est la première fois que je voyais ça en 30 ans, face à une équipe, à une dérive collective dans un quartier spécifique, et donc je me suis dit, bah voilà, c'est un objet d'étude pour essayer de comprendre la police d'aujourd'hui. Et là, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des jeunes flics mal encadrés et surtout un peu abandonnés dans un quartier abandonné, en gros. Quoi, c'est ça, c'était ça l'idée, la base du truc, c'est-à-dire qu'on leur avait. La République, en gros, s'est défaussée à un moment donné sur ces flics. En disant, bon, voilà, vous êtes tout seul au front face à ces petits dealers, à ces caïds, etc., à ces règlements de compte. Et à partir de là, seuls, face à ces réalités, bah, ils ont probablement, j'essaie de comprendre, mais ils ont décidé à un moment donné qu'ils allaient faire leur propre loi, et qu'ils ont instauré leurs propres règles, et probablement qu'ils se sont dit d'ailleurs qu'en piquant un peu de pognon aux dealers, quelque part, ils les punissaient. Parce que dans leur tête, moi, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu quand on écoute, parce que c'est la base de mon enquête, c'est un peu les écoutes qui ont été réalisées par la police des polices dans les voitures de police. Et quand on écoute ça, on voit que c'est ça. On voit que ces garçons, à un moment donné, se sont dit, bon, le boulot n'est fait par personne, on va le faire. C'est et donc, ponctionner... C'est une bonne défense. Oui, c'est-à-dire que ponctionner, effectivement, mais ponctionner un peu d'argent dans la poche d'un dealer... c'est quelque part faire la justice à la place de la justice qui la fait pas, parce que eux, ils ont... Non, sauf qu'il faut laisser les gens. Tu oublies quelque chose de grave. Il faut laisser les gens à leur place. Moi, j'aime bien savoir qui est qui et qui fait quoi. Ouais, mais c'est clair. J'aime bien que le voleur soit un voleur et j'aime bien que le flic soit un flic. Quelles que soient les brigades, les grosses brigades, les budgets qu'on m'a pris de l'oseille, à chaque fois que je me suis fait arrêter, ce qu'on m'a pris, je savais ce qu'on me prenait. Ce que je signais dans les fouilles de perquise, c'était jamais la même chose. Et après, voilà quoi. Mais ça, c'est facile.
Tu vois, moi, quand je fais le voyou et que je vole de l'argent, je risque le placard. Qu'est-ce qu'il risque, lui? Qu'est-ce qu'il risque? Le placard, s'il se fait gauler. Mais quel placard? Il risque rien. Fais ton métier de condé, fais ton métier de condé. Arrête des gens, serre la société, serre l'ordre public. Fais ton métier. Ne mélangeons pas les genres. Tu peux arrondir un peu ses fins de mois, putain. Vas-y, provoque-moi là-dessus. Provoque-moi là-dessus, Karl. C'est ce que je suis en train de faire. Bien sûr. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce que tu dis est vrai. Il faut faire une différence. Un flic n'a pas le droit. Je me demande pourquoi tu dis ça en tant que chroniqueur judiciaire, toi qui as passé tellement de temps avec les policiers, à balancer des généralités comme ça pique un peu dans les fouilles, ça. C'est pas une généralité, c'est pas moi qui dis ça. Quelque part, c'est humain. Ils sont humains, ils peuvent craquer parfois. Je te l'accorde, mais on n'a pas un job. On n'a pas un job, on a un métier. Et quand on signe pour ce métier, on sait qu'on va être en face de grosses sommes d'argent, on va être en face de cam, on va être en face de possibilités de déraper, et c'est des pour possibilités quotidiennes. Et c'est... Non, il y en a qui ont fait leur métier. Non. Il parle pas, c'est un enculé, lui, il parle pas. Lui, il est mauvais. Ce qui concerne Marseille, ce que tu viens de dire. Moi, j'ai connu l'époque, un peu avant toi, où il y avait, on l'appelait le Savoyard, je ne vais pas dire son vrai nom. Il touchait sur les bordels de la rue Troyon, de la rue Bray et de la rue de l'Étoile et de la rue des Gachas. T'en prends pas peur. Je vais y arriver. Bon, attends. Bon, j'ai connu à la 4e BT. Je sais pas que c'est un flic. Je suis dans un bar, rue de l'Esguiguerre, là, je sais pas quoi, à côté de la Bastille. Je sais pas que c'est un flic. C'est un bar d'amis. Le Grand Jeannot, sa gonzesse, je sais pas quoi, c'est un bar de voyous. Il y avait tous les tauliers des bordels de l'époque. Les hôtels de passe de l'époque, t'as pas connu les hôtels de passe, les vrais. Nous, on les a fait fermer sur le 18e. C'est bien. Parce qu'effectivement, je suis d'accord qu'il y a une police qui a existé, qui était une police qui était vraiment à la limite entre les délinquants. Et encore, c'est pas... Jimmy Mignon, l'arabe. C'est pas tout. Qui avait 5 ou 6 taux, la Barbès. Ça, c'est bien. Jimmy Mignon, l'arabe. C'est un arabe qui s'appelle Jimmy, Attends, il m'a sauvé la vie, lui. Il y a un mec qui nous invite à dîner, il croit que Jimmy nous invite à dîner. Ouais. Vous savez, ces passages de l'affaire Saint-Lazare. Il croit qu'on est toujours amis. On est un peu en froid. On pourrait même dire son nom, j'en ai rien à foutre. C'était il y a 30 ans. Il a des enfants. Fais attention. On n'a pas le temps de faire des enfants, j'ai pas laissé le temps. Et... Tu l'as tué? Oui. Tu l'as fumé? Oui. Attends, laisse-le raconter son histoire. Attends, déjà, moi j'ai un meurtre déjà, vas-y. Il y en a 23 dans mon premier livre. Jimmy Mignon... Il y en a 6 en Afrique, il y en a 7 en Amérique latine et quelques... Et moi, je te dis, je suis un solitaire. Chaque fois qu'un mec m'a cassé les couilles... T'as avoué 23 meurtres? J'ai jamais avoué. Tu veux pas faire un compte rond, toi? Je fais la criminelle. Bon, le mec me voit, j'ai dit, écoute, Jimmy nous a invités à dîner. On fait comme si on était encore amis, puis on se verra... Oui, alors à partir de maintenant, c'est le premier qui voit l'autre. C'est la guerre, alors. La guerre est finie. Une en plein cœur et en sortant une dans l'œil. Ça reste bon enfant. C'est pour être sûr. Mais Michel, 23 meurtres et pas une inculpation avouée, c'est plus. Non. T'en as fumé combien, à 800 près? J'ai eu un problème en Afrique, où il y a eu 6 morts, et c'était presque pour le gouvernement français. Ah, c'est pour ça que t'es jamais tombé, en fait. Non. C'est parce que t'as rendu des menus services. 16 ans de placard. Non, mais t'es jamais tombé pour meurtre. Pourquoi t'as jamais été confondu pour meurtre? J'ai été interrogé 3 fois, 4 fois. En France, 3 fois. Et t'as pas lâché. J'ai fait 96 heures. Il n'y avait rien. Pas beaucoup pour un meurtre. Ah, tu peux pas faire plus de 96 heures s'ils n'ont pas de... Tu peux faire 30 ans. Mais c'est des règlements... Attends, il y a une chose que tu sais pas. Un homicide, un meurtre et un règlement de compte, c'est 3 choses différentes dans la loi. Un règlement de compte, tu prends 10 ans, je s'en bats les couilles. C'est un voyou qui a été tué, puis un autre qui va en prison 10 ans. Un homicide, c'est autre chose. Ça peut être par imprudence, par machin, c'est vrai. Il n'y a pas de préméditation dans l'homicide. Non. Meurtre. Et un assassinat, c'est avec préméditation, avec un piège. J'ai fait 2 ans de droit au placard. Hein. T'as fait 2 ans de droit au placard. Et j'ai fait que du pénal, parce que j'avais des avocats pour le reste. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'ADN. C'était ça ta chance, quoi, on va dire. Parce que c'est ce que m'a dit ma femme aujourd'hui. Je pense que... Si j'avais eu l'ADN à l'époque, t'aurais payé 3-4 fois. Attends encore 20 minutes. On est 250 000 flics et gendarmes, 250 000, pour faire plus impressionnant. 250 000 flics et gendarmes avec une
avec une carte de police qui ouvre toutes les portes, et un flingue qui à peu près ferme Surtout à 6h du mat. Surtout à 6h du mat avec un bélier, et un flingue qui ferme toutes les gueules. 250 000 flics et gendarmes, et vous nous sortez 1 à 2 affaires par an. À partir de demain, vous nous enlevez nos cartes, vous nous enlevez nos flingues, vous les donnez à 250 000 personnes au hasard, et on va voir en combien de temps ça dérape réellement. Bien sûr. On est 250 000 flics et gendarmes, et je trouve qu'on se tient là-dessus, bien sûr. C'est pas un argument. Non, parce qu'on raconte plein d'histoires. On raconte plein d'histoires. On s'en branle. Moi, je m'en. Non, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous qu'il y en ait un, qu'il y en ait. Je m'en fous qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois. Je m'en branle, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y en ait pas. On représente exactement la société française. Il y a des PD, des gays. Attends, tu nous parleras de ton problème après. Terminons le sujet. Tu dis pas PD ou gay, tu dis des jbeb. Il y a des lascars, il y a des voleurs, il y a des mecs qui se tiennent dans les mêmes chiffres que partout ailleurs, tu veux dire? De toute façon, oui, évidemment, on est 250 000. On représente la société. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai été arrêté il n'y a pas tellement longtemps par la BRP. Moi, ils savent que je me laisse arrêter. Je suis dans un appartement avec une femme, je suis à poil dans mon lit, j'ai un bar en dessous. Ils me recherchent l'histoire de machine à sous, de trucs. À poil dans ton lit, mais avec la Gaule ou pas? C'est important dans l'histoire. En permanence. J'avais encore à l'époque. Ça se pose même pas comme question. Ils défoncent la porte avec le bélier. J'étais par terre, ma gonzesse par terre, et on est emmené à la BRP, il y a 4 faux témoignages des Condés. Bon, ça, c'est la BRP. Il va te sauter à la gorge. On sait que la BRP, je l'emmerde. Mais la BRP, ils m'ont fait un règlement de compte, et la fois d'avant, quand ils m'ont arrêté, j'ai mis les mains sur la tête dans le parking. C'est Jacques ou pas? Là, ils m'ont pas fait pareil. Ils ont un compte à régler avec moi. Et peut-être qu'ils vont encore me faire chier à 69 ans. Ça me paraît cohérent. Vous avez choisi une vie marginale. Attends, il y a des brigades correctes. Une vie marginale, il a tué 23 personnes tout de suite, les clichés. Je te raconterai, si je peux, tout à l'heure, pourquoi Madame de Gaulle a consolidé le métier. Madame de Gaulle a consolidé le métier de proxénète. Tu as été proxénète quand même pendant combien de temps? 30 ans, c'était pour assurer l'avocat quand j'étais dedans, ou assurer la gamelle, ou si j'avais pas touché dessus sur un truc. C'est une soupape pour toi, c'était pas une volonté de mettre des filles sur le tapin, quoi. J'ai jamais changé la vie d'une cavette. Bien sûr. J'ai pris des filles de RIF à des julots qui me plaisaient pas. Ouais, j'ai tenté julo. Ta femme, c'est plus la tienne maintenant. Qu'est-ce que c'est que des filles du RIF? De RIF, c'est en guerre. Si je prenais une gonzesse de RIF pour mec, je te la prends. Voilà, d'accord. D'accord. Voilà, les seules femmes que j'ai eues dans ma vie. Comment fait-on pour prendre de RIF? Tu arrives dans un endroit, tu dis bonjour. Non. Ce qui est à toi est à moi. La gonzesse d'un ami qui me dit, il y a une fille qui m'emmerde. Elle est mariée avec un mec qui s'appelle comme ça et comme ça. Ouais, tu vas le voir? Non, j'ai pas été le voir. Non. J'ai fait mieux. J'ai été voir le grand Jacques, qui était un responsable FLN. Une baille dans le cœur, une balle dans le cœur. Ouais. Et l'autre, après, quand il passait devant cette femme-là, il disait bonjour, Madame Michel. Parce que dans ce milieu-là, tu appelles la femme du prénom du mari. D'accord. Madame Georges, Madame. Oui. Comment tu t'appelles, toi? Madame Karl. Madame Karl. Madame Karl, bonsoir. Ça fait très tenancière, hein. Madame Karl. J'ai travaillé déjà en 44. Non, moi j'ai pris des filles, mais qui étaient déjà au truc. Il est au top. J'ai jamais pris une gonzesse de 17 ans pour la même espèce. Est-ce qu'on peut dire que tu as une morale dans ta démarche de proxénète? Oui. Mais je suis pas proxénète. Absolument pas. Il n'y a pas de morale. C'est pas parce que la nana est déjà prostituée qu'on peut. C'était une blague, hein. Qu'on peut encore en profiter. Non, mais il a répondu sérieusement. C'est pas parce qu'une nana est prostituée. C'est pas parce qu'une nana est prostituée que elle est mal mariée. Il avait sa morale. C'était une morale personnelle. J'ai connu une gonzesse. Donc il y a un mec qui se fait péter la gueule dans la rue. C'est ma morale, je suis hors la loi, moi. Je termine. Je suis hors la loi. Je suis pour rien. J'ai connu une gonzesse qui était mariée avec, qui est tombée amoureuse d'un chauffeur de taxi. Il jouait toute sa comptée, elle faisait 100 sacs par jour, aux courses. Bon, quand elle a vu qu'elle nourrissait plus ses enfants, elle a voulu changer de mari. Qui elle prend? Le mec le plus fort. Toi? Qui va choper, moi ou un autre, qui va choper le taxi en disant toi t'es mort si tu la vois. Alors t'es allé voir le taxi? Ah bah oui. T'es monté dans le taxi par hasard, genre client? Pas du tout, j'ai pas eu besoin, j'ai convoqué. Mais il n'y a pas de raison que des mecs qui font le taxi mangent ce pain-là. Oui. Alors, Madame de Gaulle, je reviens à Madame de Gaulle, elle sort des Galeries Lafayette. Elle avait perdu, en fait. Elle sort des Galeries Lafayette avec son la chauffeur. caisse. Elle a une cagoule et elle court. Et elle voit des filles, les filles de la chaussée d'Antin, qui Et elle marchent. découvre l'existence des prostituées, à ce moment-là. Elle chope le chauffeur, elle dit, c'est quoi ces femmes? Ce sont des Madame la prostituées, madame. présidente, c'est des prostituées pathétiputes. Elle rentre, elle fait un scandale à De Gaulle. Et de là, les flics de quartier ont eu ordre d'emballer les filles. Alors les filles, leur vie, c'était emballer, amener au commissariat, emmener à Saint-Lazare. Il y avait un médecin qui leur mettait un doigté pour voir si elles étaient propres.
Et elle ressortait que le lendemain. Et tu avais un bar en face de la gare de l'Est, parce que c'est la prison Saint-Lazare qui est en face de la gare de l'Est. Qui a serré la main à ce médecin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des mecs qui ont monté des hôtels de passe. Moi, j'ai vu la plus belle fille de l'Étoile me prendre par la manche. Elle disait, Monsieur Michel, vous voulez pas me prendre? J'ai dit, mais je fais pas le Mac, moi, j'ai volé, moi, qu'est-ce que je fous de toi? Ah, avec vous, je serais placé à Sainte-Apolline ou à Blondel, je serais pas emballé sans arrêt, et je serais bien, j'aurais une bonne place. Je serais la classe. Les belles affaires, la mentale, la belle morale, les beaux voyous, tout ça, on va arrêter tout ça. Vous parlez de proxénétisme avec une sorte de... Désinvolture. Je sais pas, de désinvolture. C'est le mot. Est-ce qu'on peut juste rappeler le taf de ces nanas-là qui vivent une vie d'humiliation et de maltraitance? Elles se tapent 200 clients par jour à votre époque. 200 clients par jour. Elles se tapent 100 clients par jour, À 60 Barbès, elle clients faisait 80 clients par jour. Voilà. Le samedi et le dimanche, elle faisait 150. Voilà. Mais comment vous pouvez penser, à un moment donné que vous n'avez pas brisé des vies? Mais elles étaient déjà brisées, leur vie. Donc ça vous donnait l'autorisation de poursuivre à les briser? Il n'y a pas de raison que je laisse un taxi manger à ma place. Chaque fois qu'un mec comme moi les a prises, dans les 15 jours, elles avaient un studio, elles avaient le permis de conduire et une voiture, et elles étaient bien habillées. Ah, et on les emmenait pour pas tomber. J'avais pas vu la scène. Donc la scène, c'est... Ça te dirait d'aller sucer 80 mecs par jour et je te prends la moitié de ta thune? Ah bah non, mais attends, je te lâche un taxi. Ah bah oui, évidemment, pardon, j'avais pas vu le truc comme ça, je commence par qui? On prenait pas la moitié de la thune, on prenait toute la thune et on lui laissait de quoi vivre. Ben, c'était comme ça à l'époque, écoute. Michel, t'as des petits-enfants? Tes grands-pères? Alors, je vais dire la vérité, j'ai jamais voulu d'enfants. J'en ai eu 3 que j'ai abandonné lâchement. Ah ouais. Toujours ta morale, hein, toujours. Hein. Non, c'est pas ma morale. J'ai une Asiatique qui a eu un enfant de moi, j'ai vu le bébé dans le berceau, il était né très prématurément. Alors que moi, je suis né, je faisais 4 kilos. Elle m'a dit, je crois qu'avec la vie que tu commences à mener... L'accouchement, sors, t'es fait, tu m'entends, sors. On a bloqué toutes les issues. 4 kilos. Et bon, c'est elle qui m'a dit, je pense qu'avec Tu n'as pas vu ce fils? La vie que tu... Non, jamais. Ce fils chinois? Non, elle m'a dit, avec la vie que tu veux mener... Je pense que tu n'as pas envie d'être père. Et moi, j'ai un ami qui est ingénieur et qui veut se marier avec moi. Et moi, je vais faire ma chaîne et tout ça. Donc, t'as pas élevé d'enfants? Jamais. Tu connais des enfants? Oui. Il y a des enfants que t'aimes bien dans ta vie. Oh là, où tu vas là? Non, on arrête. Laisse-moi finir, je sais où je vais. Je vais les manger le soir. Quand tu parles avec un enfant, est-ce que tu as un discours moral avec un enfant qui te pose des questions sur la vie? Naturellement. Alors, qu'est-ce que tu dis à un enfant, par exemple? Vas-y. Imagine que je suis un enfant. Non, j'ai un discours de bourgeois, normal, Ah bon? social. Papy, c'est quoi le bien ou le mal? Voilà. C'est des inventions, tout est bien. D'accord. Tu pars très très mal, là. C'est quoi l'avenir pour toi, là? J'en ai plus. J'ai plus les voitures que j'avais. C'est là, je vais te présenter. Qu'est-ce que t'as comme voiture maintenant? C'est là. Oui, patron. J'étais en Q5, hein. Michel. J'étais encore en Q5 il y a 6 Michel, mois. tu la mets où, elle? Brachil, au bois. Ça, c'est une attaque personnelle. Le bois, ça, c'était avant. Ah. Moi, je voudrais que Christian nous raconte son infiltration. Raconte comment t'as pénétré le milieu, si je puis dire. J'ai pas pénétré le milieu, moi, jamais. Oui, parce que je sentirais, mais j'ai rien. Ouais, déjà. Non, moi, je te dis... braquage du Crédit Lyonnais de Chartres. Ah ouais, ça, c'est la banque qui m'a employé. C'est pas les poulets, c'est la banque qui me paye. La seule chose que j'ai, moi, pour démarrer, c'est qu'on a des fiches qui ont été faites. Que toi, tu prépares le braquage d'un côté avec les voyous et parallèlement avec les flics. Non, on prépare rien déjà. D'abord, c'est plus de 2 ans de travail, parce que ça se fait pas comme ça. On a des soupçons sur certaines personnes qui sont d'abord repérées pour un braquage qui a été fait à Protecval, le fourgon blindé. Mais quand tu dis on, c'est les flics. Ouais. Donc moi, je pars avec quelques fiches et il faut absolument que je remonte tout le système. Mais j'arrive pas à te capter, toi. T'es quoi ou juste là? J'arrive pas depuis le début. Mais moi, je travaille pour moi. Moi, je fais le métier qui me plaît. Je travaille pour moi. T'es quoi? T'es un condé? Mais non, moi, je suis pas. T'es un indique? T'es quoi? Mais non, je suis pas. Moi, je suis payé. Moi, je suis payé à l'époque. Le Crédit Lyonnais. T'es payé par qui? Moi, je suis payé quand je fais les banques. Je suis payé par le Crédit Lyonnais. T'es côté flic ou t'es côté voyou? Je suis côté flic tout le temps. Mais t'as infiltré le côté voyou. Et j'infiltre le côté voyou, bien sûr. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est au départ, t'es délinquant ou pas? Tu parles de ma vie? T'es délinquant ou pas? Oui, moi, au départ, je suis délinquant. Ouais. Donc, t'es devenu un indique? Mais non, je suis pas... Oui, non, mais attends. Moi, j'étais délinquant dans la vie parce qu'il n'y avait rien à bouffer. Je sortais d'Adas, il n'y avait rien à bouffer. À 20 ans, moi, je savais que j'étais pas un délinquant.
C'est clair, pour toi, tu étais peut-être délinquant, tu as voulu faire une vie de voyou, tu as fait ta vie de voyou. Moi, j'ai pas choisi la vie que tu avais envie, toi. Voilà, moi c'est tout, je voulais être indépendant et j'ai choisi ma vie. Si j'avais été aux États-Unis ou si j'avais été dans d'autres pays, il y a des statuts qui sont faits pour des mecs comme moi. En France, il n'y en a pas. J'ai travaillé en freelance, avec mes risques, c'est tout. Mais j'ai jamais été voir les Condés en disant, j'ai un bar, j'ai 2 putes, je vends un peu de cam, et puis voilà, en contrepartie, je vais vous donner 2-3 affaires. Non, jamais. Voilà, j'ai toujours été payé. Pareil, c'est pareil. Mais non, mais c'est pareil. C'est pareil, t'as fait l'indique, c'est pareil. Ouais, bah, si tu veux. Mais c'est mon choix de vie, ça. C'est mon choix de vie. Et je suis pas voyou. Voilà, c'est tout. T'as combien d'années de placard à ton actif que t'as fait prendre? 8. Non, que t'as fait prendre. Que j'ai fait prendre? Ça m'intéresse plus. Mais je le compte pas. Mais je compte pas. Un mec qui va vendre une tonne de cam, il a combien de morts à son actif? Mais je m'en bats les couilles qu'il fasse de la tôle, moi. Complètement. Je m'en fous. C'est un jeu, la vie. C'est un jeu. Eh ouais. Bien sûr que j'aurais pu me faire flinguer. Bien sûr que j'ai les amis qui se sont fait flinguer. Selon les siennes. Pourquoi c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. C'est un indique. Et alors, eh ben ça fait rien, j'en suis un, ça fait rien. T'imposes tes propres règles. Ça fait rien, ça me dérange pas, ça me dérange pas. J'impose rien, je dis que ce mec-là, c'est un indique. Oui, mais ça me dérange pas, c'est très bien. J'assume ça. Donc au bout du tout, je veux pas le connaître, voilà. Il y en a qui décident de l'oseille en vendant de la cam. En quoi, lui, ce serait moins honnête ou moins malhonnête qu'il fasse de l'oseille en balançant des criminels? Je vois pas le problème. C'est pas le problème. Il y a pas un problème. Chacun décide de ses propres règles. C'est même pas en balançant. Mais attends, mais je vais pas balancer. Quand on me propose de rentrer dans la première brigade anti-mafia, attends, je vais pas balancer des gens en disant je connais des mecs de la mafia, je vais les balancer. On m'invite à rentrer dans la première brigade anti-mafia pour infiltrer la mafia. C'est un business, c'est un boulot. Bien sûr, t'as fait ton j'ai fait mon boulot. Et ben voilà, c'est tout. J'en ai rien à foutre. Type de la Camorra, t'as risqué ta vie, t'as risqué la vie des. Non mais c'est un boulot, ce que je veux dire. Bon, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Pourquoi t'es vivant? Ah bah pourquoi je suis vivant? Pourquoi t'es vivant aussi? Pourquoi t'es vivant? Pourquoi Michel est vivant? Michel, il aurait dû mourir 200 fois, on est d'accord. Excuse-moi, moi je suis délinquant depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui j'ai changé de vie, je suis scénariste, je fais des films, je suis réalisateur. Tout va bien. Très bien. Sauf que moi j'ai fait le délinquant depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait ça pendant 30 piges, je les indique, je les aime pas, excuse-moi. D'accord, non mais je peux te comprendre. Excuse-moi, il va falloir que sur une conversation, tu puisses accepter la parole de l'autre. Mais je peux pas accepter, mais j'entends ce qu'il me dit. Sauf que je peux pas accepter. Arrête, je suis en face d'un mec qui me dit j'ai fait prendre des années de placard. À des criminels. À des mecs qui ont choisi leur vie. À des mecs qui ont choisi cette vie-là. C'est une alu pour moi, ça. On va faire un tour de table avec votre plus grand moment de flic ou de voyou. À toi. Il y en a plein et elles ont évidemment aucun rapport avec toutes ces histoires qui sont des histoires d'aventuriers, évidemment. Moi, ce qui m'a toujours choqué le plus, c'est les morts d'enfants et les annonces d'essais. Les annonces d'essais, c'est le plus compliqué à faire. Mais sur les morts d'enfants, oui. On est appelé sur le décès d'une gamine qui doit avoir 6 ans à peu près. Elle est allongée sur le lit, les parents l'ont habillée en blanc comme pour une communion, c'est assez particulier. Et on voit toute cette famille éplorée. Et tout le monde nous dit c'est terrible, on ne sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, peut-être qu'elle a eu accès à la boîte à pharmacie, elle a tout mangé et elle est morte. Donc je suis en face de cette famille et d'une famille éplorée, on a une sorte d'empathie qui commence à naître. Les gars du SAMU arrivent et ils nous disent bon bah écoutez, on va faire les premières constatations, on va regarder un petit peu. Les parents vous ont dit qu'elle était morte quand? Je dis ce qu'ils m'ont dit. Les parents m'ont dit qu'elle était morte il y a à peu près 2 heures. Le type du SAMU vient me revoir 5 minutes après. Il me dit ça fait facilement plus de 16 heures qu'elle est morte. Et là, je suis en face de cette famille qui m'a joué le coup de la sirène, à pleurer, etc. Et je me dis que parmi eux, il y en a un qui se fout de ma gueule. Et ça nous arrive régulièrement. C'est les moments où tu réalises qu'en face de toi, on t'a joué la sérénade et qu'en fin de compte, c'est pas une victime que t'as en face de toi, c'est un assassin. Les trucs, moi, qui me font le plus peur, c'est parce que je suis un petit peu agoraphobe, c'est les mouvements de foule et les émeutes. Et sur le 93, ça peut très très vite déraper. Tu as choisi le 93 ou pas? J'ai choisi le 93, quitte à être malade en fait. Non, quitte à être flic. Tu as fait une connerie avant. Non, mais j'ai terminé dans les 15 premiers sur l'école de gardien de la paix, j'ai terminé dans les 15 premiers sur l'école de lieutenant. Putain, Fayou. Remarque, cela dit, t'as une tête à finir dans les 15 premiers, toi. Je sais pas pourquoi, mais. Et donc? Ouais, donc ce que j'aime pas, c'est les mouvements de foule. Et sur le 93, les mouvements de foule, c'est très très rapide. On arrive donc 2 bandes rivales, ils étaient 200 d'un côté, 200 de l'autre. Ils se fritent et il y en a un qui a un flingue. Il tire sur la bande adverse et il y a un gamin qui va se prendre une balle dans le ventre. Nous, on nous appelle, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort. Donc on arrive, on est 3, tranquille, la fleur au fusil. Et je tombe donc justement sur le pompier qui est en train de faire un massage cardiaque. Je vais le voir et je lui dis mais je crois que celui-là on l'avait perdu, qu'est-ce que tu es en train de faire?
Il me dit non, mais oui, on l'a perdu, il est mort depuis longtemps. C'est juste que regarde à gauche, regarde à droite. Si j'arrête de faire le massage cardiaque, on est tous morts. Et je suis en face d'un pompier qui est en train de faire un massage cardiaque à quelqu'un de mort, uniquement parce qu'à gauche, il y a les 200 de l'équipe 1, et à gauche, il y a les 200 de l'équipe 2, et nous, au milieu, on est une friandise. Et si le mec arrête de faire le massage cardiaque, on est mort. Le plus beau moment de ma vie de gangster, c'est quand j'ai arrêté de faire le gangster. Moi, j'ai eu un gamin un jour, j'ai eu cet animal dans mes mains, tu vois, il s'est passé un truc où je me suis dit, je vais faire un choix dans ma vie, c'est où je vais être père, ou je vais être gangster. Parce que, à mon sens, les deux sont pas compatibles, et j'ai décidé d'être père, tout simplement, et j'ai arrêté de faire le gangster. Moi, c'est en revenant sur la côté période... flic, côté police. On finalise justement l'affaire des banques, où on fait un flag. Pendant toute la période de montage, on a mis à peu près 1 an pour monter l'opération, pour monter le casse. Et pendant toute cette période-là, comme on a l'habitude de faire, c'est que ça coûte de l'argent un casse, hein, c'est une affaire, c'est une opération lourde. Donc on faisait des affaires parallèles pour pouvoir financer ça. Dans le cadre des affaires parallèles, moi je suis avec une personne qui est considérée comme un tueur sur la Côte d'Azur, et on lui propose un contrat. Donc le but, dans toutes les opérations dans lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'il n'y ait pas de victime ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, tu peux être une crapule demain. Si on pense qu'il va t'arriver quelque chose, notre souci c'est de s'arranger pour qu'il t'arrive rien. L'opération qui est suivie par la police judiciaire de Marseille, Nice et le ministère de l'Intérieur à l'époque est tellement importante qu'on néglige un petit peu la surveillance qui doit être faite sur la personne qui a le contrat sur la tête. Étant donné que nous on le refuse, les gens qui commandent le meurtre passent par d'autres personnes pour le faire. Le flag se fait dans le cadre des banques. C'est une super opération. Alors félicitations de Paris, du ministre de l'Intérieur et tout ça. Et je me retrouve chez moi 1 semaine après. Je vais acheter mon canard et en première page, un mec s'est fait fumer pas loin de la gare de Nice. Je prends le journal et c'est exactement le contrat qu'on nous avait proposé à mon ami et à moi. Quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'ils se sont trompés. Le mec qui devait tuer, c'est pas celui-là. Et ils ont abattu un jeune de 20 ans qui allait se marier 1 semaine après. Voilà. Ça, c'est un grand regret. Voilà. J'aurais préféré qu'on loupe 1 an et demi de travail, que personne ne se fasse sauter et que ce jeune-là se fasse pas tuer. Voilà. Ça, c'est un grand regret dans mon travail, ouais. Ça fait partie, malheureusement, des dommages collatéraux dans la vie. Le jour où je me suis fait arrêter. Voilà. Le jour où je me suis fait arrêter, j'ai été réveillé par d'abord un coup de téléphone. J'ai pris le téléphone. Mon poteau m'a jacté 2-3 conneries en allemand. J'ai dit ok, bon, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est rien, c'est absolument rien. J'ai raccroché et j'ai repioncé. C'était à Berlin, ça? Ouais, c'était à Berlin. La deuxième fois, j'ai senti quelque chose de froid sur mon crâne. J'ai pensé à tout, sauf à ce qu'il fallait penser. Voilà. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris que les carottes étaient cuites. Voilà. Je me suis dit, dans un dernier moment de soi-disant lucidité ou de folie, je vais sauter par la fenêtre, je vais faire le voltigeur, mais c'est juste le schéma que tu fais. Parce que t'avais un flingue sur la tête? Ouais, j'avais un flingue sur la tête, j'ai trouvé ça con en ouvrant les yeux. Le jour où j'ai vraiment compris que c'était fini, j'avais un sourire. C'est pas j'étais malheureux. Je me suis dit, mais bande d'enculés, vous êtes en train de me sauver la vie. C'est pas une blague. C'était, comment dirais-je, un soulagement. Un soulagement. C'était vraiment un soulagement. Il y a des fois, les événements font que ça va des fois un peu trop vite pour toi. Donc tu fais des choses que tu n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Voilà. Et le fait que ces gus te lèvent, on s'en fout de quelle brigade c'était ou quoi, ou ci ou ça, je peux te dire une chose, que j'étais sûr de savoir que j'allais vivre l'année d'après. Ça, c'était un truc qui était clair et net. Tu me laissais 1 mois et demi dehors, je ne suis pas sûr que j'arrivais à passer les 3 semaines. Je crois que j'ai jamais dîné avec autant de criminels sans lancer un requin. C'est un peu frustrant comme situation. Rock'n'roll is back again. Bah écoute, merci ma fille, c'était une super soirée. Super repas ponctué par les conneries de Bafi.
Eh ben, c'est un dîner très agréable, il n'y a pas eu de dispute entre les flics et les voyous. Moi, je parle avec un voyou. Voilà. Un voyou? Merci. Et moi, je parle avec une femme, un homme. Une femme. Avec une femme. Bien sûr. Voilà. Tranquille.